Comment devenir libre financièrement et ne pas perdre sa vie à la gagner? Je suis Guillaume, cofondateur avec mon associé Christophe de la newsletter Ataraxia. La mission d'Ataraxia est d'aider un maximum de personnes à atteindre la liberté financière grâce à l'investissement, notamment immobilier. Nous avons lancé le podcast Au coin du feu pour partager les discussions que nous avons entre nous. Si vous souhaitez accélérer sur le chemin de la liberté financière, bienvenue avec nous au coin du feu. Ça te dit qu'on parle d'un sujet un peu original, la prison? Ouais, on peut parler de prison. Je vois que tu as un petit sourire. Tu as une idée derrière la tête? Tu as plus d'expérience que moi? Ouais, malheureusement, oui. Alors, peut-être que je peux commencer, parce que c'est une discussion qu'on avait eue un jour ensemble, et où tu m'avais dit, et à l'époque, je ne comprenais pas pourquoi tu me disais ça. Tu m'avais dit, je me prépare à aller en prison un jour, comme ça, si jamais ça arrive, je suis prêt à le faire. Et c'est toujours des jeux fictifs qui permettent à notre cerveau de s'entraîner. Et j'avais trouvé ça vraiment étonnant, ça m'avait fait réfléchir et du coup je m'étais posé la question. Tu m'avais pris pour un fou un peu? Pas forcément pour un fou, mais je m'étais dit tiens, c'est bizarre d'aller aussi loin. Mais vraiment j'avais trouvé ça intéressant et je m'étais posé la question un petit peu, j'avais eu quelques réflexions sans penser que ça me servirait un jour. Et donc oui, malheureusement j'ai eu une expérience pas très sympathique. Donc j'ai beaucoup d'appartements, malheureusement quand on a beaucoup d'appartements, on est forcément à un moment donné confronté à de la prostitution. Alors juste pour ceux qui ne le savent pas, tu en as plus de 200. Ouais, j'ai plus de 200 appartements, effectivement. Et donc, quand on fait de l'immobilier, on est, quoi qu'il arrive, à un moment, confronté à la prostitution. Donc, ça avait déjà été le cas et à chaque fois, on essaye de prendre un certain nombre d'actions qui sont compliquées à prendre parce que quand on appelle la police, bien sûr, elle ne se déplace pas, elle ne fait pas grand-chose. Donc, nous, on a donné l'ordre à la personne qui s'occupe, c'est surtout sur de la courte durée, bien que l'histoire que je vais vous raconter après, c'est pas le cas, comme quoi c'est pas une vérité absolue. La personne qui s'occupe des appartements, donc la conciergerie qui s'en occupe des appartements en courte durée, a pour ordre de trier correctement les locataires et si elle a un doute, de prendre les actions nécessaires. Comme je disais, malheureusement, la police fait pas grand-chose pour aller contre. Et donc j'ai eu le bonheur un jour, je ne me souviens plus quel jour de la semaine c'était, un matin très tôt, à 6h ou quelque chose comme ça, de voir la gendarmerie débarquer chez moi. Alors t'étais réveillé? J'étais réveillé, ouais, heureusement j'étais réveillé parce que je me lève assez tôt. Donc ça tambourine sur ma porte, je pense que je me fais cambrioler à ce moment-là. Donc je pense que je me dis tiens, qu'est-ce qui se passe? On se remet dans le contexte, c'était en novembre ou quelque chose comme ça, donc il faisait froid, il faisait nuit. Et donc, vraiment, je me réflexe de peur et je me dis, tiens, qu'est-ce qui se passe? Et donc, je fais en quelques secondes, vous savez, comme notre cerveau se fige par moments comme ça, et je fais plein de scénarios différents dans ma tête. J'ai mes enfants qui dorment à l'étage encore, qu'il faut que j'aille réveiller dans pas longtemps pour partir à l'école. Et donc, j'ouvre quand même la porte parce que je me dis, si on vient me braquer, qu'est-ce que je fais? Et donc, je regarde et je vois une lampe, machin, et puis j'entends gendarmerie. Donc je me dis, je vais ouvrir, et donc j'ouvre la porte, 3 gentils gendarmes, 2 hommes, une femme, qui bien sûr me balance la lumière en plein dans les yeux, qui me montre un papier, enfin je comprends absolument rien de ce qu'on me raconte. Et donc ils voient que je suis vraiment en état de choc, parce que quand ça vous arrive, vous comprenez pas ce qui vous arrive. Et donc il y en a un qui est plutôt sympa. En fait les 2 hommes sont plutôt sympas, la demoiselle l'est un peu moins, parce que j'imagine que pour montrer son autorité, il y a besoin d'être comme ça, et donc je la critique pas là-dessus. Et donc on m'explique qu'on vient me parler, je me souviens plus exactement le terme juridique exact, mais en gros on vient me parler de prostitution. Et donc d'un coup je me dis ok, ils ont fait une enquête sur un des appartements qui est pas très loin de chez moi. On a déposé déjà pas mal de plaintes et de mains courantes. Et donc je me dis c'est un lien là-dessus, et donc je les fais rentrer en disant mais j'ai déjà porté plainte plusieurs fois pour ça. Et ils me disent non mais c'est pas pour ça qu'on vient. Et ils viennent avec une idée très en tête du nom d'un locataire pour un appartement qui est à 400 km de chez moi. Donc un truc vraiment très loin. Et qui est pas en courte durée. Et qui est pas en courte durée. Et donc, il me pose plein de questions là-dessus. Moi, c'est pas moi qui gère mes appartements, donc j'ai aucune idée du locataire, de quand il est parti, de qui est dedans, qui est pas dedans. Donc, ils voient assez vite que leur thèse est probablement pas forcément la bonne. Malgré tout, ils me demandent les baux que j'ai pas chez moi. Donc, j'appelle mon ex-femme qui débarque avec le bail, puisque c'est elle qui s'occupe principalement de la location. Enfin, situation complètement ubuesque. En plus, je saurai après qu'ils viennent avec une description physique de quelqu'un qui cherche, qui est à l'opposé de moi.
Bref, je vais vous raconter ça un petit peu après. Et donc, vu qu'ils ont une perquisition, donc ils fouillent pas chez moi, mais ils cherchent les baux et des informations par rapport à cet appartement. Et ils prennent mon ordinateur, ils saisissent mon ordinateur, mon téléphone. Sachant qu'il y a tes enfants qui sont là. Sachant qu'il y a mes enfants qui sont là, alors ils ne sont pas encore réveillés. Et donc, je leur explique que j'ai mes enfants qui sont là. Donc, ils ont vu que j'étais, et c'est une leçon, hein, c'est toujours être très gentil. Après le choc, je suis devenu très gentil, très pro, en leur montrant que j'étais quelqu'un de bien. Et donc très rapidement, le ton est quand même retombé. Et ils ont été assez constructifs. Et je ne vais pas dire sympa, parce que dans cette situation-là, on ne peut pas être sympa, mais en tout cas plus respectueux qu'ils le sont habituellement. Donc ils m'autorisent à aller réveiller mes enfants, à leur expliquer ce qui se passe, à appeler mon ex-femme qui vient les récupérer, qui amène les papiers, qui leur dit mais si vous cherchez des choses par rapport à cet appartement, c'est moi qu'il faut emmener, c'est pas Christophe parce que il a rien à voir dedans, il s'occupe même pas des appartements. Bref, ils ont un ordre, je sais pas comment ça s'appelle, un ordre du préfet ou de la juge, je pense que c'est de la juge, du procureur qui est responsable de l'affaire, et donc ils doivent m'emmener pour m'interroger. Donc moi, naïvement, au moment où on part, je pense qu'on part au commissariat du coin et qu'on va m'interroger dans ce commissariat pendant 2 heures et que je vais rentrer chez moi. Puisque j'ai absolument aucune idée de comment les choses se passent. Et donc c'est ce qui se passe. Ils s'aperçoivent que je sais rien et que c'est pas de la mauvaise volonté, donc ils me posent des questions, je suis incapable de répondre. Donc ils demandent à mon ex-femme de venir au commissariat, ils l'interrogent pendant 2 heures, elle leur donne toutes les infos par rapport à cet appartement-là. Et puis, nos chers amis sont des personnes fonctionnaires. Donc, l'heure de la journée avançant, il faut qu'ils rentrent à leur domicile. Mais ils n'ont pas réussi à finir les documents administratifs. Ils n'ont pas l'autorisation Ils ont bien vu que j'avais rien à voir dedans. Mais ils ne m'ont pas encore interrogé puisqu'ils ont utilisé le temps dans le commissariat local pour interroger mon ex-femme. Et donc, ils me disent, malheureusement, il va falloir vous emmener à Paris. Donc, j'habite quand même à 300, 400 km de Paris. Donc, je me dis, bon, c'est quand même assez étonnant. Truc un petit peu marrant, c'est que dans le commissariat local, en fait, pendant qu'ils interrogeaient mon ex-femme, ça a duré peut-être 2 heures, 3 heures, j'en sais rien. Et donc j'étais censé aller dans leur cellule de détention, mais le commissariat local, ils ont bien vu que j'étais pas quelqu'un qui avait fait quoi que ce soit. Donc ils me disent non, mais on va pas vous mettre là-bas, venez vous asseoir en face de moi. Et donc je suis resté dans le bureau des gendarmes à discuter avec eux. Pour la petite histoire, c'est marrant, il y en a un qui m'a parlé de Bitcoin, donc on a parlé de Bitcoin pendant une demi-heure. Enfin voilà, j'ai sympathisé avec eux, ça s'est bien passé. Et à cette époque, à ce moment-là, j'étais persuadé que j'allais rentrer chez moi juste après, quoi, que c'était un malentendu et tout ça. Et donc, leurs collègues parisiens viennent m'annoncer que non, il faut repartir à Paris. Donc je remonte, j'ai fait le trajet le plus rapide de ma vie pour aller à Paris. Je pense qu'on est remonté sur l'autoroute à 250, 260, alors en freinant devant les radars quand même, parce qu'ils m'ont expliqué qu'ils n'avaient pas le droit de se faire flasher, sinon ils devaient expliquer pourquoi. Ouais, ils devaient expliquer pourquoi. Donc voilà, encore situation complètement ubuesque. Et donc on arrive à Paris. Ils commencent à m'interroger et moi, à ce moment-là, je pense encore qu'ils vont m'interroger quelques heures et que ça va être fini. Il est quelle heure là ? Je sais pas, au moment où on arrive à Paris, il est peut-être 17h, quelque chose comme ça. Et donc je vois qu'ils se dépêchent parce qu'ils voient qu'il n'y a rien. Donc ils le savent très bien, ils voient qu'il n'y a rien. Donc ils se dépêchent et puis ils me disent on va faire tout ce qu'on peut pour que vous puissiez repartir ce soir. On demande l'autorisation à la procureure. Alors j'imagine que c'est des gens qui sont bien occupés et que mon cas les intéresse de toute façon pas. Donc ils n'ont jamais réussi à obtenir cette autorisation-là. Et donc ils me disent vous allez devoir rester avec nous pour cette nuit. Mais je ne sais plus dans quel arrondissement c'était. Dans je ne sais pas si on dit, c'est pas un commissariat, c'est une caserne, je pense, pour la gendarmerie. Les cellules n'étaient pas chauffées. Donc ils me disent on va vous emmener dans un commissariat de police. Je connais très mal Paris, donc je n'ai pas l'arrondissement, mais il y avait vue sur Notre-Dame. Donc, enfin, pas très loin de Notre-Dame, on est passé juste devant. Et je trouve que c'est l'histoire la plus marrante de cette histoire, puisqu'il y a toujours des anecdotes sympas. Donc ils me disent on va vous emmener au commissariat de police pour passer la nuit, on viendra vous récupérer demain matin, on va finir l'interrogatoire mais on voit qu'il n'y a rien, on a donné notre rapport, on a préconisé que vous soyez relâchés, mais il y a tout un process administratif, la procureure doit valider tout ça et donc vous serez relâchés probablement demain matin. Donc je me dis chouette, je vais aller passer une nuit en cellule. Bon, expérience nouvelle, c'était bien parce que je m'y étais préparé suite à notre discussion. Et donc on rentre dans ce commissariat et je vous remets
la scène parce que c'est assez marrant. Alors oui, pour aller au commissariat, on traverse tout Paris, toute sirène hurlante, comme si j'étais le plus grand criminel de tous les temps. Alors qu'il n'y avait aucune urgence là pour le coup. Enfin, il n'y avait aucune importance. Et donc on rentre, et donc à ma gauche, il y a le monsieur gendarme, et à ma droite, une dame gendarme, je ne sais pas comment on dit. Et donc je rentre au milieu, on rentre, et c'est la dame qui parle. Et elle dit, oui, on vous amène ce monsieur, il est innocent. Alors le policier éclate de rire, ils disent oui comme tous. Elle dit non, mais il est vraiment innocent. On n'a pas réussi à le faire. Il faut qu'il reste avec nous, il sera relâché demain matin. Mais on n'a pas réussi à obtenir les autorisations en temps et en heure. Et donc le policier qui était de garde à ce moment-là, c'était, je sais pas, c'était peut-être 20h, 21h, quelque chose comme ça, regarde l'autre gendarme et il lui dit, alors il le regarde de haut en bas, et il lui dit, monsieur, il va falloir enlever vos lacets et enlever la ceinture. Et il avait un sweat avec une corde, vous savez, une capuche et une cordelette. Et donc il le regarde et il lui dit, il faut enlever ça et puis après vous allez pouvoir aller en cellule. Et donc là, gros malaise, puisque la gendarme explose de rire. Et elle dit au policier, non, mais lui c'est mon collègue, c'est pas lui qui va rester en cellule, c'est le monsieur qui est entre nous deux. Donc le gendarme s'est bien entendu senti pas forcément très bien, donc ça a été mon instant de gloire. Et ça a montré que c'était marqué sur ma tête que j'avais rien à faire là. T'avais l'air tellement innocent qu'ils t'ont pris pour un gendarme. Qui m'ont pris pour un gendarme. Donc voilà, ça c'était le petit côté marrant. Après, la suite n'est pas forcément marrante parce qu'aller passer sa nuit dans une cellule, c'est pas quelque chose que je souhaite. Enfin, c'est quelque chose que je souhaite à personne. J'ai découvert qu'on était bien traité en France quand même, puisque je pense que c'était au mois de novembre. Donc il faisait relativement froid dans la cellule. J'étais parti de chez moi. Ah oui, petite histoire, ça les a fait aussi rire, puisque au moment de partir, donc ils s'étaient déjà relâchés fortement au moment de partir de chez moi. Et je leur demande si je peux faire une valise en prenant une trousse de toilette, parce que moi, bêtement, je pars, je sais que je vais peut-être passer... Ils m'avaient dit que j'allais peut-être passer la nuit ailleurs, et donc je leur avais demandé si je pouvais prendre ça. Et donc ils me disent, c'est la première fois, ça m'a choqué, hein. Ils m'ont dit, c'est la première fois de toute notre carrière que quelqu'un nous demande s'il peut faire sa valise et prendre des affaires de toilette avant de partir. Ce qui est étonnant, parce que... Ouais, je l'aurais demandé aussi. Voilà, l'hygiène est quand même relativement logique. Et donc je reviens sur le soir au commissariat de police. Et donc j'ai vraiment froid. J'avais pris une petite veste en partant de chez moi, mais pas grand-chose. Et j'ai froid, et donc je demande aux policiers qui étaient là, est-ce que c'est possible d'avoir une couverture pour dormir? Parce que moi, je savais que j'allais y passer la nuit, ça sert à rien de me plaindre sur mon sort ou quoi que ce soit. Je m'étais mis dans une démarche psychologique de me dire, je vais profiter de ce moment autant que je peux, en tout cas pas ressasser parce que ça sert à rien. Et donc j'ai dit, je vais juste dormir, je vais me coucher, ça devait être 21h, 21h30, je vais me coucher, je vais dormir un maximum. Demain matin, ils viennent me chercher à 8h, 8h30, je repars avec eux et après je rentre chez moi. Et donc je demande une couverture et je vois sur sa tête qu'il est gêné. Et il me dit, mais vous êtes sûr que vous voulez une couverture? Je dis, oui, j'ai froid, j'aimerais bien pouvoir dormir cette nuit, j'aimerais bien avoir une couverture. Il me dit, si vous voulez, je vous en amène une, mais on n'en a pas beaucoup. Et puis je pense que ça fait 6 mois qu'elles n'ont pas été lavées. Et il y a pas mal de monde qui sont passés, donc je ne suis pas sûr que ça va vous plaire. Donc il a pris des pincettes pour m'expliquer qu'il fallait mieux pas que je la prenne. Et donc je lui dis, dans ce cas-là, non, je ne vais pas prendre de couverture et je vais me débrouiller. Donc j'ai eu très froid cette nuit-là, j'ai quand même réussi à dormir. Mais de façon étonnante, j'ai réussi à avoir un état d'esprit plutôt positif. Sûrement le fait de m'être préparé avant et puis de savoir que j'avais rien à me reprocher. Donc en fait, il n'y avait aucune raison de rester plus longtemps. Donc je passe une nuit quand même pas très agréable. Le lendemain matin, ils viennent me chercher. Ils me réinterrogent sur 2-3 choses, notamment mon téléphone, mes déplacements, puisque je voyage beaucoup. J'ai la chance d'avoir une voiture qui est... Alors la chance, je sais pas, mais en tout cas, ça m'a servi à ce moment-là, une voiture qui est tracée. Donc ils ont pu retracer mon téléphone, ma voiture. Mon téléphone était dans un autre pays au moment où les choses qui se sont passées, qui m'étaient reprochées. Donc c'était des faits d'héberger de la prostitution dans un logement, en y ayant eu recours pour baisser un loyer, ce qui est bien entendu absolument faux, ce qui est complètement aberrant. Et encore une fois, la description alors, cette personne qui n'était pas de nationalité française a fait la description du propriétaire
qui était à l'opposé de ma description physique. Donc ils savaient, quand ils sont venus me chercher, ils savaient très bien que c'était pas moi qui... La porte s'est ouverte et ils se sont dit « Ah, on a un problème ». Ouais, ils savaient très bien que c'était pas moi qu'ils étaient venus chercher, mais la procédure doit suivre son cours. Et donc je vous passe en accéléré la fin, hein, mais ça dure, ils me reposent plein de questions, ils arrivent à localiser mon téléphone un petit peu partout, ma voiture, ils voient que je suis pas allé dans cette ville depuis, puisque je suis pas allé dans cette ville depuis peut-être 4 ans, quoi. J'y ai pas mis les pieds. Donc ils ont toutes les confirmations, mais il faut qu'ils attendent à chaque fois des confirmations écrites, il faut qu'ils écrivent leur rapport, ça prend des plombes, il faut qu'ils soumettent ça au procureur qui finit par dire oui. Et donc ça traîne toute la journée et je me retrouve à sortir en début de soirée le lendemain. Donc je suis resté quand même un temps relativement long et j'ai été très sympa tout le long, mais sur la fin j'ai quand même été beaucoup moins sympa en leur disant que quand même à un moment ça suffisait et qu'il fallait qu'ils fassent ce qu'il y avait à faire. Donc voilà, petite histoire, t'es venu me chercher sur Paris à ce moment-là. Donc c'était agréable de... Ouais. Parce que ouais, c'était agréable de voir une tête connue et on s'est retrouvés dans un bel hôtel pour manger. Donc c'était assez sympa de passer d'une cellule à un hôtel de luxe avant de rentrer chez moi. Et on a dîné, je t'ai ramené chez toi parce que moi ce que je trouve incroyable, toute l'histoire est incroyable, mais ce qui est incroyable c'est qu'ils t'ont quand même relâché. En fait ils sont venus te chercher chez toi et ils t'ont relâché le lendemain soir dans Paris avec tes cartes de crédit bloquées, t'avais pas de liquide. Et ils t'ont pas ramené chez toi. Ils t'ont laissé... Si j'étais pas venu, si t'avais personne pour te récupérer, je sais pas comment tu te débrouillais, mais en fait, c'est incroyable. Ils t'ont transporté à des centaines de kilomètres. Ils te laissent sur le trottoir. Ils avaient bloqué tes cartes bancaires pour les raisons de l'enquête. T'avais pas d'argent, t'avais rien. On est vraiment traités comme de la merde. Je pense que c'est la seule chose qu'on peut dire à ce moment-là. Alors, je pense que j'avais un tout petit peu d'argent. J'ai jamais de monnaie sur moi. Donc, je devais avoir un tout petit peu d'argent qu'ils m'ont rendu au moment de partir. Mais effectivement, ils bloquent, je sais pas pour quelle raison, mais ils bloquent les cartes. Alors, je pense qu'en fait, dans leur enquête, à un moment, ils ont eu accès à mes comptes. Ils ont vu qu'il y avait de l'argent qui rentrait avec les appartements. Et puis, c'est quand même beaucoup de virements, c'est beaucoup d'argent qui transite. Donc, ça a dû créer encore plus de questions. Et donc, ils ont bloqué effectivement tout l'accès à mes comptes à ce moment-là. Et je ne sais pas si je te l'ai raconté ça d'ailleurs, mais ce que je trouve le plus gros, c'est qu'au moment de partir, je leur dis c'est quand même incroyable. Vous êtes venus me chercher chez moi, vous me relâchez là au milieu de Paris avec aucune solution. Je pourrais me retrouver à être là tout seul et avoir zéro solution pour rentrer chez moi. Et ils m'ont quand même répondu, et là je me suis énervé. Ils m'ont dit mais estimez-vous heureux, on vous a rendu votre téléphone puisqu'il avait été saisi, mon téléphone, et normalement ils n'auraient pas dû me le rendre. Et c'est vrai qu'ils ont fait un effort, ils ont demandé à la procureure que mon téléphone me soit rendu. Ça n'a pas été le cas pour mon ordinateur. Hein. Et maintenant je vais pouvoir récupérer mon ordinateur maintenant, alors que cette histoire est arrivée il y a plus d'1 an et demi, ce qui est quand même absolument incroyable. Et donc il fallait que je m'estime heureux qu'ils m'aient rendu mon téléphone au moment de sortir. Mais vous imaginez, normalement, ils auraient dû me relâcher. La règle aurait été qu'ils me relâchent dans Paris, sans téléphone, sans carte bleue, en m'ayant rendu mon passeport, ma carte d'identité et le peu de liquide que j'avais. Et après, c'est démerdez-vous pour rentrer chez vous. Incroyable, incroyable. Et j'ai bien aimé ce que ton avocat t'a dit aussi, parce que tu as eu un avocat commis d'office, tu connaissais pas d'avocat à Paris, et l'avocat t'a dit, parce que tu t'étais un peu étonné de la manière dont on te traitait, et l'avocat t'a dit, non mais monsieur, en garde à vue, vous n'avez aucun droit. Et en fait, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que la garde à vue, ça dure 48 heures. En principe, ça peut être prolongé, mais ça dure 48 heures. Et c'est un régime spécial où, en fait, c'est vrai qu'on devient... Ah oui, on n'a plus aucun droit. On est privé complètement de nos droits. C'est intéressant de parler de l'avocat, puisque c'est un point de progrès. Et je pense qu'on n'y pense jamais. Mais c'est important, je pense, d'avoir dans son carnet d'adresses quelqu'un qu'on peut appeler dans ces situations-là. Parce que dès qu'on fait... un petit peu de business, qu'on a un peu de réussite, ça peut nous arriver pour n'importe quelle cause que ce soit. Et là, j'avais jamais été confronté à ça. Et donc là, j'ai vraiment découvert ce qu'était un avocat commis d'office. C'est quelqu'un qui arrive, qui connaît rien à l'histoire, qui par défaut pense que vous êtes coupable, puisque la plupart des cas, il a des personnes qui sont coupables en face de lui. Et donc, mon avocat me croyait moins que les gendarmes dans le fait de ma non-culpabilité. Ça veut dire que quand je lui disais que j'avais rien fait, pour lui, il était convaincu que j'avais fait quelque chose parce que les gendarmes ne seraient pas venus me chercher s'ils n'avaient rien eu. Donc c'était assez marrant. C'est qu'en fait, alors je ne sais plus si on est obligé ou pas obligé, mais les gendarmes m'ont demandé si je voulais un avocat.
Je leur ai dit non parce que ça se passait bien avec eux. Et ils m'ont incité à quand même en prendre un. Donc je l'ai pris. Mais le deuxième jour, j'ai pas voulu revoir cet avocat qui au final m'apportait rien, me démoralisait plutôt qu'autre chose. Et j'ai traité directement avec les gendarmes. Je dis pas que c'est ce qu'il faut faire dans toutes les situations, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Ok. Alors pour revenir sur ce que je t'avais dit, je me prépare à la prison. En fait, j'ai toujours été conscient que ça pouvait arriver. On peut faire une erreur, avoir une dénonciation calomnieuse, être impliqué dans une affaire d'une manière ou d'une autre. Et en fait, plus on fait de choses dans sa vie, plus on s'expose à ce genre de risques. Et en fait, ce qui m'a toujours choqué, c'est de voir des reportages où des gens pètent les plombs. Par exemple, quand tu entres en cellule de garde à vue, on te fait enlever tes lacets. Parce qu'en fait, il y a des gens qui vont essayer de se pendre pour ça. Et en étant justement préparé, en prenant du recul, on peut se dire, OK, comment ça se passe? La garde à vue, c'est 48 heures. Donc je m'explique pendant 48 heures. Et en se préparant, ça permet justement de prendre les choses avec du recul. Et je me suis toujours dit, même si un jour ça m'arrive, même si un jour je suis incarcéré, si je suis préparé psychologiquement, eh bien, ça permet de mieux appréhender les choses. Bien sûr, c'est plus facile à vivre. Et je pense que c'est pas mal de le faire pour toutes les situations. On peut se préparer à des drames dans notre vie. Ça permet quelque part d'avoir déjà un espèce de plan d'action, des principes fondamentaux à avoir en tête pour pas justement être sous le choc. Ouais, c'est ça, c'est que ça permet de se préparer à un état émotionnel qui est compliqué et donc de l'avoir un petit peu vécu avant. Je rebondis sur les lacets parce que c'est assez marrant. Je pense que je ne te l'ai pas raconté non plus, mais en fait, on ne va pas enlever ma ceinture pendant la nuit au commissariat de police. Ça veut dire que l'arrivée a été tellement étrange avec la confusion en pensant que c'était le gendarme qui était celui qui allait passer la nuit ici. On m'a fait enlever mes lacets, mais pas ma ceinture. Et en fait, je me suis rendu compte le lendemain matin que j'avais encore ma ceinture sur moi. Ce qui est quand même, ça montre qu'il y a quelque chose qui va pas quand même. Est-ce que s'il y a des investisseurs débutants peut-être qui nous écoutent, est-ce que tu penses que cette histoire peut faire peur? Se dire, oh là là, mais je ne vais pas investir dans l'immobilier, voilà ce qui peut m'arriver. Alors ça fait sûrement peur quand on l'entend comme ça. La probabilité que ça arrive est très très faible. Maintenant, ça aurait pu arriver à d'autres personnes sur une dénonciation. En fait, là, c'est une dénonciation de quelqu'un qui dit quelque chose qui ne s'est pas passé. Ça peut arriver dans n'importe quel cas, dans n'importe quelle situation. Donc, c'est absolument pas lié à l'immobilier. Et en fait, pour la petite histoire, j'ai pas trop suivi l'affaire après. Mais en fait, c'était un réseau de prostitution qui était étalé sur la France. Et ils ont fait une descente comme ça chez une vingtaine de propriétaires en même temps, qui se sont retrouvés tous en garde à vue en même temps. Et je pense que j'ai été le seul à être relâché et complètement blanchi. J'aime pas dire ça parce que j'ai pas besoin d'être blanchi, mais à être relâché rapidement. Et en tout cas, il faut pas que ça fasse peur. C'est l'exemple que j'ai envie de prendre, c'est un peu comme les accidents de la route. On conduit tous. On se dit pas, ah mais il y a des gens qui ont des accidents donc je vais pas conduire. Non, ça fait partie du jeu, ça peut arriver. Il y a des millions d'investisseurs à qui ça n'est jamais arrivé. Ça peut arriver, peut-être que ça te réarrivera. J'espère pas, mais peut-être. La probabilité est quand même assez faible. Mais voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour éviter ça? Est-ce que, je sais pas, est-ce que si l'investissement est fait en société, est-ce que ça peut éviter? Non, ils arrivent toujours à remonter. Non, de toute façon, ils savent retrouver qui sont les bénéficiaires effectifs, ils savent retrouver qui sont les propriétaires. Donc non, il n'y a pas grand-chose à faire pour éviter ça. D'autant que là, c'était pas un appartement qui était loué en courte durée. Voilà, c'est juste faire attention, trier les locataires correctement quand ils rentrent. Mais malheureusement, vous ne pouvez pas forcément savoir ce qui va se passer ensuite, quoi. Je pense qu'il y a quelque chose d'important dans ces cas-là, c'est justement d'avoir sa conscience pour soi. Et moi, j'attache une grande importance à toujours faire les choses bien dans les règles, parce qu'en fait, quand on est dans ce genre de situation et qu'on a ne serait-ce qu'une petite chose à se reprocher, on peut ne pas être serein. Et toi, ce qui t'a peut-être aidé aussi psychologiquement, c'est que tu savais que tu étais blanc comme neige à tous les niveaux. Et là, ça met dans une posture où on est quand même beaucoup plus serein, quoi. Mais malgré tout, ça fait mal de voir qu'on est remis en question par son pays, pour des choses qui ne sont pas arrivées et qu'on est traité de cette façon-là. Enfin, j'ai pas été maltraité. Il n'y a pas eu de violence ni rien du tout. Mais j'ai eu l'impression d'être un criminel et d'être traité de la même façon qu'un criminel.
Ça te fait une bonne histoire pour tes petits-enfants. Ouais, ça fait une bonne histoire pour mes petits-enfants. On essaiera de pas en avoir trop de ce style-là. Ouais, une, ça suffit. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un encouragement, une note ou un commentaire en fonction de la plateforme sur laquelle vous êtes. Et si ça n'est pas déjà fait, rejoignez notre newsletter Ataraxia, les informations se trouvent en description.